Place donc à notre second débat que nous consacrons ce soir à un anniversaire quelque peu oublié. Le 15 octobre 1983, une poignée d'enfants d'immigrés s'élançait depuis Marseille pour une longue marche de 1200 km à travers la France. Ça se terminera 2 mois plus tard à Paris par une manifestation de 100 000 personnes. Rebaptisée la Marche des Beurs par les journaux, ce fut en fait la première irruption dans le paysage médiatique, politique d'une jeunesse issue de l'immigration confrontée aux discriminations, aux violences policières aussi, 40 ans plus tard. Qu'en reste-t-il ? On fait le point et surtout on revient là où tout a commencé, c'est-à-dire aux Minguettes, près de Lyon, avec ce reportage de Samia Déchir et Adrien Pin. Au départ, ils sont à peine une vingtaine. Le 15 octobre 1983, des jeunes s'élancent de Marseille, direction Paris. À pied, ils entament une longue marche pour l'égalité et contre le racisme à travers la France. L'idée est née ici, dans le quartier des Minguettes, en banlieue lyonnaise. À l'époque, Jamel Attala n'a que 19 ans. Il n'est pas politisé, mais un événement va tout changer. C'était en tout début de soirée. De là-haut, on entendait un enfant crier. Au secours, aïe, aïe, aïe. Donc naturellement, en entendant ces cris, tous les trois nous descendions ici et on voit un chien déchiqueter un gamin. Et il y avait un policier, donc policier cynophile, qui était présent et qui laissait le chien faire son boulot, donc arracher un gamin. Donc naturellement, on est descendu. Toumi, il a pris le chien, il l'a écarté. Et quand il a eu le malheur de mettre un pied devant, il y a eu la détonation. Son ami Toumi Djaïdja est blessé par un tir policier. S'ensuivent plusieurs semaines d'affrontements entre les jeunes du quartier des Minguettes et les forces de l'ordre. Cet événement, ça a été déterminant. Il a fallu que ce drame arrive pour que l'idée de la marche, elle puisse prendre corps, enfin, elle puisse se matérialiser. Au départ peu médiatisée, leur marche va connaître un écho national après la mort d'un touriste maghrébin jeté d'un train en novembre. Ce meurtre raciste choque le pays. À leur arrivée à Paris en décembre, 100 000 personnes les rejoignent à Montparnasse. Parmi eux, le père Christian Delorme, qui a fait toute la marche avec les jeunes des Minguettes. Cette place était noire de monde et on avait du mal à mesurer, parce qu'une fois qu'on est arrivé ici, on nous a dit qu'il y avait encore des gens qui étaient à la place de la Bastille. Et pour nous, pour moi en particulier, c'était l'aboutissement d'un rêve. On était soulevés par la foule. Cette aventure, rebaptisée Marche des Beurs par Libération, c'est lui qui en a donné l'idée aux jeunes des Minguettes. Alors âgé d'une trentaine d'années, le prêtre leur enseigne l'histoire des luttes non violentes de Martin Luther King et Gandhi et les convainc de canaliser leur colère dans une marche pacifique. C'était surtout d'être efficace dans la protestation, parce que la protestation était légitime. Il y avait des meurtres racistes, il y avait des violences policières, et donc il fallait crier, il y avait quelque chose à faire entendre. Mais crier, si on n'est pas entendu, si on n'est pas compris, si on n'est pas écouté d'abord, c'est inefficace. Alors moi, je savais que les moyens d'action non violents permettent de se faire entendre de toute une opinion publique. Suite à la marche, le gouvernement socialiste crée la carte de séjour de 10 ans pour les étrangers. Mais les jeunes, eux, marchaient d'abord contre le racisme. Et sur ce point, 40 ans plus tard, Jamel Attala est amère. Cette jeunesse dans les années 83, elle s'inscrivait dans cette République, elle voulait un traitement égal, elle voulait travailler comme tout le monde et être reconnue comme un citoyen, comme tous les citoyens. Bon, et ben on le constate que 40 ans après, c'est pas le cas. Donc le constat, il est terrible. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Est-ce que ce pays il a un problème avec ses enfants venant des pays arabes? Il faut le dire clairement. En 2023, la France n'a toujours pas réussi à régler la question des violences policières. Désormais, la colère des jeunes ne s'exprime plus pacifiquement. Elle explose violemment, comme après la mort du jeune Naël cette année à Nanterre. Que reste-t-il de cette marche des beurs, comme on disait, 40 ans après? On va débattre ce soir avec vous trois. Naïma Hubert-Yahi, bonsoir. Vous êtes historienne, chercheuse associée à l'université de Nice, Sophia Antipolis, directrice de Pangée Network. C'est un organisme qui promeut le dialogue interculturel entre les peuples. Et à vos côtés, Aklim Elouli,
Bonsoir. Vous êtes sénateur du Val-de-Marne. Vous avez connu cette marche des beurs puisque vous avez été à une étape, vous allez nous raconter. Et puis Olivier Lecourt Grand-Maison, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes universitaire, politologue et directeur notamment de l'ouvrage collectif Racisme de France, publié aux éditions C'est la Découverte. Hein. Absolument. C'est ça. Merci à tous les trois et puis bien sûr Tam Tramnui qui m'accompagne, qui reste là évidemment pour toute la suite de cette émission. Alors, il faut d'abord rappeler un peu quel était le contexte, qu'est-ce que c'était que la France de cette époque, au début des années 80, quelles sont les difficultés auxquelles on se heurte quand on est un jeune issu de l'immigration et qu'on vit dans un quartier populaire. En 1981, en 1982, les banlieues s'embrasent, comme on dit, lors d'été, on parle d'été chaud, à Vénissieux, à Vaux-en-Velin, en région lyonnaise. C'était quoi le quotidien de ces jeunes issus de l'immigration et contre quoi protestaient-ils ? Alors, leur quotidien, c'était des rapports difficiles avec les forces de l'ordre, mais aussi des crimes racistes et sécuritaires, soit lors de contrôles de police, comme l'a rappelé Jamel Attala en parlant de Toumi Djaïdja, ou bien dans les quartiers. On peut penser à des affaires qui vont défrayer la chronique à l'époque, dans des quartiers en périphérie parisienne ou un peu partout en France. Oui, on rappelle qu'entre 1980 et 83, il y a des statistiques qui disent qu'il y a une quarantaine de jeunes des quartiers, il faut le rappeler quand même à nos téléspectateurs, cette époque-là, qui sont assassinés par des gens qui parfois sont envoyés en correctionnel, non pas en cour d'assises, et qui parfois ressortent avec des peines très légères. C'est une ambiance de violence. Tiens, écoutez, par exemple, le souvenir qu'en a Hanifa Taguelmine, qui était à la marche pour l'égalité au départ à Marseille. Regardez. Elle a réussi à visibiliser les violences policières surtout et les crimes racistes. C'était quelque chose que l'on vivait quasiment, ça passait aux 20h, 1 minute, et puis on n'en parlait plus. Alors que dans nos familles, c'était la terreur qui régnait. Et donc cette marche, elle a permis aussi de sortir de cet état de terreur pour agir tous ensemble. Vous vous souvenez de cet état de terreur, Hakim Eloui ? Bien sûr, parce qu'il faut savoir quand même que je viens de ces quartiers populaires, de cette banlieue, comme on l'appelle, qu'on continue à diaboliser, à stigmatiser, alors qu'il y a de la richesse dans nos quartiers. Et Hanifa, que je connais bien, Naïma, ce sont des camarades de lutte. Hanifa, j'étais encore le 17 octobre avec elle à Marseille. Et c'est vrai qu'il y avait, vous vous souvenez quand même du climat, on était dans le regroupement familial, c'était aussi ça. Et donc on découvrait un peu l'immigration. Et il y avait une espèce de déshumanisation. C'était en fait, on découvrait que la force de travail, pour eux aussi, est une force de séjour. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui allaient s'installer. Et donc cette violence, il y avait des ratonnades. Je ne sais pas si vous vous en souvenez quand même. Bien sûr. Et il y avait encore, à l'époque, il y avait quand même des cafés dans l'Est, parce que nous, on était en région parisienne, mais il fallait voir comment c'était en province. Les quartiers sont très excentrés, et il y avait quand même des cafés où il y avait encore marqué « interdit aux chiens et aux arabes ». Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de musulmans, comme on le fait maintenant, on a déporté les choses, mais il y avait ces trucs arabes. C'est vrai qu'il y avait une violence, et Jamel l'a bien dit, et c'est vrai que c'est cette violence qui a fait que les gens voulaient l'égalité des droits, en fait. Et cette violence va même s'exprimer durant la marche, on va y venir, on va raconter un peu comment elle s'est lancée, mais puisqu'on en parle, on peut rappeler de la mort d'Habib Grimzi, défenestré d'un train par 3 candidats à la Légion, ça c'était dans la nuit du 14 novembre 1983, il est jeté du train. Il est jeté du train et de manière assez dramatique, il perdra la vie à cette occasion. Et ça va paradoxalement mettre en lumière cette initiative pacifique de ces jeunes maghrébins en majorité, qui partent dans l'indifférence la plus totale le 15 octobre de Marseille, avec le soutien d'associations de la gauche chrétienne ou d'aide aux travailleurs immigrés, mais qui va être mise en lumière à l'aune de cette émotion de l'opinion publique, de ce crime raciste qui va toucher ce jeune Algérien. Et c'est ce second souffle qui va permettre une forme de fraternité sur le chemin des marcheurs qui vont être accueillis quelques semaines après dans la liesse populaire que l'on connaît. Alors, 1983, la gauche, elle est au pouvoir depuis 2 ans. Elle a soulevé beaucoup d'espoir parce qu'elle avait promis, elle l'a fait d'ailleurs, la régularisation de 150 000 clandestins, l'autorisation du regroupement familial, le droit d'association pour les étrangers. C'est quand même pour rappeler ces choses-là, ça n'existait pas comme ça spontanément depuis toujours. C'était au début des années 80. Et en même temps, en 1983, le FN décroche sa première victoire électorale. L'immigration s'impose comme un thème de débat politique. Est-ce qu'on peut parler de climat xénophobe à l'époque pour vous ? Les termes qui ont été employés par celles et ceux qui viennent de témoigner sont très forts. Ils parlent non seulement de climat xénophobe et de climat raciste, mais de terreur. Et les crimes qui ont été rapportés témoignent effectivement d'une extraordinaire violence.
Vous dites l'immigration, oui, mais l'immigration parce que certains, et notamment le Front National à l'époque, ont choisi de faire de l'immigration un thème central de leur conquête politique et électorale, de mettre ces questions au plus haut de l'agenda politique, alors que ce n'était pas forcément le cas, ou en tout cas, pour le dire en ces termes, c'est pas forcément les préoccupations qui étaient majoritaires parmi les Français, comme on dit. À l'époque, rappelez que la question sociale et la question du chômage étaient extrêmement importante, et rappeler les mots de François Mitterrand c'est le début du chômage de masse, et donc ce sont ces questions-là qui sont au plus haut de l'agenda politique, et évidemment le Front National va chercher à faire en sorte que la question de l'immigration soit au plus haut de l'agenda politique. Alors précisez quand même, l'expression issue de l'immigration, celles et ceux qui ont manifesté, pour une bonne partie d'entre eux, pour ne pas dire la majorité d'entre eux, ne sont pas issus de l'immigration. Ce sont des gens dont les parents étaient émigrés, qui sont eux-mêmes nés en France. C'est la raison par laquelle je crois qu'il est préférable de parler d'héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale, parce que l'expression issue de l'immigration... C'est quoi la différence pour que le téléspectateur comprenne bien ? Renvoie systématiquement ceux qui sont nés en France et ceux qui ont la nationalité française, renvoie systématiquement cela à des origines étrangères, en faisant croire qu'ils sont arrivés. Or, eux ne sont pas arrivés. Leurs parents sont éventuellement arrivés, mais l'écrasante majorité d'entre eux sont nés en France, ont fréquenté les écoles de la République, comme on dit, et sont, pour l'écrasante majorité d'entre eux, des citoyens français. C'est très important parce que ça veut dire que, même s'il y a éventuellement des étrangers, des Algériens, des Marocains, c'est très important parce que ça permet de comprendre que cela manifeste non pas pour arracher des droits spécifiques, l'accusation de communautariste, mais pour au contraire demander l'extension à eux-mêmes d'un principe de liberté, c'est-à-dire l'universalisation de la liberté, et bien sûr aussi de l'égalité relativement aux droits. Juste un dernier point sur la question du regroupement familial. Rappelez que, parce qu'il est aujourd'hui remis en cause, qu'il s'agit d'un droit fondamental sanctionné par des dispositions européennes et sanctionné par des dispositions nationales. Alors, on l'a vu dans le sujet tout à l'heure, qui nous rappelait les conditions de la création de cette marche pour l'égalité et contre le racisme, qui vient au fond d'une bavure policière, puisque Toumi Djaïdja prend une balle tirée dans le ventre par un policier lors de l'altercation qui a été racontée. Et en fait, ça va être un curieux attelage qui va se mettre en place avec donc un prêtre, le prêtre de la paroisse du coin, un pasteur de la CIMAD, et puis des militants associatifs. Alors, pourquoi la mayonnaise prend entre tous ces gens-là ? Elle prend bien avant 83. Il ne faut pas penser que tout commence en 83. Déjà, concernant cet attelage, il existe depuis 81 au moins, depuis les grèves de la faim, contre les expulsions de ceux qu'on appelle les doubles peines, qui sont amenés à être expulsés suite à des condamnations au pénal. Ces grèves de la faim ont été précédemment accompagnés également par ceux des mouvements des travailleurs arabes, qui sont leurs aînés, qui dans les années 70 vont se mobiliser pour les droits, l'égalité dans le monde du travail, sur la question des titres de séjour, mais plus tard aussi sur les conditions de logement comme les foyers Sonacotra. Donc ces compagnonnages entre une gauche chrétienne, des militants de gauche et d'extrême gauche, et surtout les principaux concernés, ceux qu'on va appeler les travailleurs immigrés, et ensuite leurs enfants, qui, comme l'a rappelé Olivier Lecourt-Grandmaison, sont soit nés en France, soit arrivés très jeunes, soit sont issus de l'histoire et la mémoire harkis, c'est ce qui est le cas d'une partie des marcheurs, complexifie l'analyse. Et donc l'essentialisation au mot beurre... On va y venir, ce choix de mots par Libération. Prédominer, qui a une réalité sociologique à l'époque, de manière anachronique. Il ne faut pas rejeter le bébé avec l'eau du bain. Parlons-en d'ailleurs de ce mot beurre, parce qu'en fait, le mot beurre, c'est le verlan d'arabe, on le rappelle, et au début des années 80, c'est employé par les immigrés arabes, ou par les enfants de ces immigrés de seconde génération, et qui s'appellent beurre. Eux-mêmes, c'est revendiqué. Radio Beurre, par exemple, est créé par des gens qui revendiquent ce terme. C'est revendiqué, mais ça va être très rapidement galvaudé, puisqu'on va les enfermer dans cette catégorie comme des Français entièrement à part et non pas à part entière. Je pense qu'Olivier a mis le doigt sur une problématique importante. C'est que cette séquence de la marche pour l'égalité et les suivantes, puisque j'ai vu des images à votre écran de Convergence 84 On va en parler aussi. Et d'autres initiatives, inscrivent dans un mouvement de citoyenneté ces enfants d'immigrés, ces héritiers de l'immigration, comme l'a dit Olivier, mais aussi nous donne à penser que la France se regarde telle qu'en elle-même, multiculturelle,
multiethnique. Et on voit aujourd'hui, en 2023, qu'on n'est pas sorti de cette problématique, puisqu'on continue à désigner une partie de la communauté nationale comme des Français de papier. On parle de ces théories d'extrême droite, du grand remplacement, pour ne pas dire que la France ne se voit pas telle qu'en elle-même, c'est-à-dire avec des territoires ultramarins, avec des populations non blanches et de cultures qui peuvent être liées à l'histoire coloniale. Alors ce mot de beurre, en fait, il est choisi par Libération, hein, qui parle de marche des beurs pour requalifier de façon plus ramassée cette marche pour l'égalité et contre le racisme, comme on l'a rappelé. Mais il va diviser ce mot de beurre. Certains vont y voir une forme d'assignation identitaire, même un effacement des revendications politiques et sociales. C'était le cas à vos yeux C'est hélas ce qui s'est passé. Alors Libération n'emporte pas spécifiquement et uniquement la responsabilité, mais rappelez, peut-être qu'on y reviendra, que SOS Racisme, qui a été créé peu de temps après, et on sait par qui SOS Racisme a été créé, c'est une initiative présidentielle qui a donné naissance à cette association, a contribué effectivement à invisibiliser une partie des revendications des marcheurs. Il y en a une que nous n'avons pas citée et qui était pourtant présente dans le programme de François Mitterrand en 1981 dans les 110 propositions. C'est le droit de vote pour les émigrés. Qui est une revendication de l'époque, et rappelez, hélas, que, oui, absolument, je veux dire, nous y sommes toujours, ou plus exactement, alors même qu'en 1983, rappelons cela, le Parti socialiste à l'Assemblée nationale, Olivier Faure va verser une larme, est majoritaire seul à l'Assemblée. Bien sûr. Et donc, ils avaient la possibilité de faire voter cette réforme. Elle ne l'a jamais été. Elle est toujours promise dans les programmes de candidats à la présidentielle. Et elle n'a pas été appliquée. Et j'ajouterais ceci qu'aujourd'hui, alors même que les ressortissants des États membres de l'Union européenne disposent du droit de vote aux élections locales, aux élections européennes, sous réserve de réciprocité, cela crée de fait et de droit une discrimination supplémentaire à l'endroit des étrangers non ressortissants des États membres de l'UE qui peuvent constater qu'effectivement, en matière de droit politique, les promesses, jusqu'à présent, n'ont hélas jamais été tenues et les revendications des marcheurs non plus. Mais alors, c'est paradoxal que vous en parliez justement de ce droit de vote des étrangers, parce que c'est ce que François Mitterrand, qui reçoit les marcheurs à leur arrivée à Paris, donc vous l'avez raconté, c'est vrai qu'à travers les 1200 km, la marche va s'étoffer, il va y avoir des gens dans chaque étape qui vont entourer le mouvement, l'alimenter, et puis à Paris, on parle de 100 000 personnes, au point qu'une délégation de marcheurs va être reçue à l'Élysée, et François Mitterrand va leur promettre des mesures comme la carte de séjour de 10 ans ou le droit de vote des étrangers. Mais en fait, c'est des mesures qui ne les concernent pas, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont français. Oui, mais... Enfin, ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas forcément directement, mais ça concerne leurs parents et ça concerne aussi, en France, un nombre extrêmement important d'hommes et de femmes qui sont immigrés depuis très longtemps. Rappelons que l'immigration n'est pas un phénomène du tout nouveau. J'entends bien, mais encore, les marcheurs c'était pas des revendications premières des marcheurs. Les marcheurs ont une revendication universelle, celle de l'égalité, du droit à vivre et ne pas avoir peur de sortir dans l'espace public et de mourir du fait de leur faciès ou de leur patronyme. Leur demande est difficilement traduisible autrement que leur dire « les lois existent, le racisme est déjà interdit, que voulez-vous qu'on fasse pour vous ?» Cette antienne de la carte de résidence va être portée par la génération précédente qui va la réclamer dans les années 70 et qui va aboutir grâce à cette séquence portée par leurs héritiers. Et c'est cette transformation d'un combat porté par leurs aînés qui fait le lien intergénérationnel, parce que peut-être Atli pourra en parler mieux que moi, mais je dirais simplement qu'il y a eu une volonté d'opposer dans le terme de beurre. On rappelle que c'est un clivage générationnel entre les parents et la les preuve, enfants. Parce que quand ces marcheurs vont fraterniser sur les piquets de grève, par exemple, chez Talbot-Poissy avec les travailleurs immigrés... Il y a une grève assez dure en décembre 83, il faut le rappeler. Eh bien, ça va être très mal reçu, notamment dans la presse, et Libération ne fait pas exception, puisqu'elle a couvert avec beaucoup de bienveillance ce mouvement, mais elle n'a pas compris cette fraternisation intergénérationnelle. On a voulu faire de ces héritiers de l'immigration des possibles citoyens français en devenir, ce que n'étaient pas leurs parents aux yeux de l'opinion publique et notamment des médias qui leur prêtaient une vocation à rentrer définitivement dans leur pays d'origine. Hakim Elouli, est-ce qu'ils étaient assez politiques, les organisateurs de la manifestation, ou est-ce que, d'une certaine façon, est-ce qu'ils ne se sont pas fait avoir par la politique traditionnelle? On reviendra au cas de SOS Racisme. On va y revenir sur effectivement, ils se sont fait avoir par la politique traditionnelle. Le problème, c'est que quand le politique commence à organiser et qu'il ne prend pas l'essence ou le sens de l'action, forcément,
il détourne de l'objet initial. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que disait Naïma et ce qu'a dit Olivier, c'est sur la sémantique et sur les termes. Il faut quand même savoir, quand on disait que c'était pas leur combat la carte de 10 ans, parce que c'est un combat universel, il faut le rappeler, parce qu'en vérité, c'était la marche pour l'égalité et contre le racisme. Donc en fait, ils marchaient pour des revendications universelles. Et d'ailleurs, les gens l'ont bien compris, parce que quand ils sont arrivés à Paris, et on les a accueillis à Créteil, à Bonneuil, dans les MJC à l'époque, les centres sociaux s'est mobilisés pour faire un accueil dans des conditions folkloriques, hein, quand même, hein, abracadabrantesques, puisqu'on n'était pas préparé à voir autant de monde arriver. Et il y a des gens de tous bords qui les ont rejoints, des hommes, des femmes. On a vu Anifat Taguilmint, mais il y avait des hommes, il y avait des femmes de tous horizons. On a parlé des chrétiens, mais il y avait les protestants. Il y avait, en fait, tout le monde s'était joint. Il y avait aussi des gens de la communauté juive. Il y avait vraiment tout le monde. Il y avait une espèce de découverte un peu qu'on pouvait vivre ensemble, une espèce de cohésion, cette volonté. Et sur les cartes, parce qu'il ne faut pas oublier quand même vous avez parlé aussi de Radio Beurre après, mais il faut aussi savoir qu'à l'époque, avant 83, on n'avait pas le droit d'association. Et donc, c'est aussi un acquis qu'ils ont eu. Et vous saviez que nos parents, ils avaient des cartes de 1 an, 3 ans, 5 ans. Quand ils avaient 10 ans, tu te souviens, c'était le Graal. Et donc, tous les ans, ou tous les 3 ans, tous les 5 ans, puisqu'à l'époque, c'était pas une carte de séjour, c'était une carte de travail. Et on ne savait pas, et je ne fais pas de similitude avec l'article 3 qu'on nous propose sur les métiers en tension. Et donc, en fait, les gens se disaient, tous les ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, on va rentrer chez nous. Donc, on ne pouvait pas se projeter dans la société française. Donc, nous étions jeunes insouciants, mais nous, on entendait nos parents. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une chanson sur la carte de résidence. D'ailleurs, ce qui a inspiré le groupe avec Rachida, qui s'appelait Carte de séjour. Parce que tout ça était un vrai drame dans les familles. Les gens ne mesurent pas la violence que vivaient ces familles-là et que vivaient ces enfants. C'est important de le rappeler. Oui, c'est important. Et vous parliez de cette découverte, une forme de vivre ensemble, en tout cas que c'était possible. Je vous propose d'écouter le souvenir qu'on a un autre participant à la marche pour l'égalité et contre le racisme. Il s'appelle Saïd Boukenouche et il se souvient, regardez. Beaucoup de jeunes vivaient dans leur cité, ils étaient enfermés dans leur cité et en fait ils n'avaient pas du tout une vue globale de la société française et donc ils étaient dans une sorte de ghetto et donc l'idée c'était d'aller à la rencontre, si on peut dire, de la France profonde pour avoir ce message disant nous on est ici et donc on va avoir notre place et on veut que les discriminations cessent, que les problèmes avec la police cessent. Donc cette marche, c'est une réussite dans le nombre, c'est une réussite dans la symbolique, c'est la première fois qu'on parle autant de ces problèmes de discrimination. Et en même temps, ce mouvement, il va s'étioler d'une certaine façon dès l'année 1984. Et une association va apparaître et va tenter de parrainer une autre mobilisation, une autre marche qui a lieu en décembre 84. Cette association, elle donne des petits badges jaunes, vous la connaissez, c'est SOS Racisme, qui a été créé par des proches du pouvoir politique de l'époque, mais qui n'a pris aucun beurre, aucun marcheur dans son état-major, dans sa direction. Ça vous choque ? C'est pas que ça me choque, c'est l'histoire des rapports de force en politique. On est dans une séquence où cette jeunesse antiraciste, on est en train de mettre en place une forme de jeunesse antiraciste, puisque à l'époque, l'antiracisme institutionnel était beaucoup plus âgé. On voit là une force politique pour l'avenir de la gauche en France, notamment pour la réélection de François Mitterrand, et on y voit une séquence importante pour la gauche française. Donc il est naturel, du point de vue politique, que le pouvoir de l'époque veuille capitaliser sur cet engouement. Une fois qu'on a dit ça, pour moi c'est un rendez-vous manqué avec cette jeunesse de l'immigration qui était laïque, citoyenne et qui tendait la main à cette France qui à l'époque, malheureusement, était traversée par ces bouffées racistes qui accompagnaient cette crise endémique qui ne nous a pas quittés depuis 40 ans. Cette jeunesse n'a pas eu sa place en politique, comme d'autres, parce qu'on est dans un système de baronnie, de reproduction sociale. Et ce rendez-vous manqué, hormis quelques itinéraires individuels très peu nombreux, va se cristalliser autour de ce malentendu avec SOS Racisme, qui va porter un combat antiraciste avec des militants sincères, mais qui va faire l'objet effectivement d'une forme de téléguidage politique à l'époque, puisque effectivement ils auront très vite des moyens, une force de frappe, de communication, d'engouement avec des grands concerts, des grands messes dont avaient le secret les années 80, contre un antiracisme institutionnel
qui va écraser ces initiatives portées à hauteur de ceux qu'on va appeler les beurs, puisque très vite les assises du mouvement beur ne vont rien donner politiquement. Olivier Lecourt-Grandmaison, c'est de la récup, SOS Racisme, et en quoi SOS Racisme, en se limitant à un message d'une société multiculturelle, va diluer un peu les revendications des marcheurs? Tout d'abord, commençons par rappeler ceci, que la marche pour l'égalité contre le racisme, Naïma l'a dit, elle ne tombe pas du ciel, il y a eu des précédents, le MTA, etc. Mais c'est sans doute la première fois à cette échelle-là que surgit un mouvement politique de masse et un mouvement autonome des premiers concernés. Et qui pose beaucoup de problèmes sur le fond pour les gauches de gouvernement. Parce que justement, c'est un mouvement qui s'est construit à l'écart, qui s'est construit d'une certaine façon en partie contre eux, de façon complètement autonome et sur lequel, pour le moment, les partis de gouvernement et les associations globalement n'ont pas prise. L'objectif, effectivement, je crois, numéro 1 de SOS Racisme, c'est de mettre un terme à cela et au fond de servir effectivement, comme ça a été dit en partie, un projet politique relativement clair qui est d'une part servir à la réélection de François Mitterrand, mais aussi au fond promouvoir une sorte d'antiracisme qui se prétend moral et qui va, à mon sens, contribuer à invisibiliser l'ampleur des discriminations systémiques subies par celles et ceux qui ont marché. Et à effacer la question sociale. Et en partie, absolument, effacer la question sociale et en partie minorer ou euphémiser, ce qui est un peu similaire, l'ampleur des violences policières et l'ampleur de ce que certains aujourd'hui qualifient de racisme institutionnel dans la police. Je rappelle que sur ce point, il y a des enquêtes très précises et que même le défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont été amenés à prononcer des éléments très important, notamment relativement à la question du racisme et des violences policières en France. Alors, je vais passer la parole à Tam, notre éditorialiste, parce que vous êtes intéressé à l'évolution de ce mouvement antiraciste. Et pour vous, il y a aujourd'hui une forme de deux combats antiracistes qui... Oui, il y a deux formes d'antiracisme qui coexistent et que l'on oppose. Souvent, vous avez l'antiracisme universaliste qui a la volonté de lutter contre tous les racismes et en intégrant tout le monde. Et puis, vous avez des collectifs plus récents, les plus célèbres étant le comité Adama, qui émane des quartiers populaires et dénonce une république raciste. Alors d'emblée, il y a une chose que je vais préciser, parce qu'il y a beaucoup de débats sur ce sujet. Il n'y a pas pour moi dans mon esprit d'un côté le gentil anti-racisme d'antan universaliste et d'un autre côté un nouvel antiracisme menaçant et communautariste. Bref, il n'y a pas le bon et le mauvais antiracisme. Mais bon, il y a bien un mouvement qui a précédé l'autre déjà, vous avez commencé à l'évoquer. Il y a eu un antiracisme plus institutionnel, ancien, celui qui est né à la suite de l'affaire Dreyfus avec la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, qui deviendra ensuite la LICRA. Vous avez aussi là-dedans le MRAP, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, la Ligue des droits de l'homme, qui ont toujours travaillé avec les services de l'État pour lutter contre le racisme. Et dans cette mouvance, on peut aussi intégrer, vous en avez parlé, le plus récent et fabriqué pour la jeunesse, SOS Racisme, dont le discours universaliste, généraliste va occuper tout le terrain médiatique à partir de 1985, avec le fameux rassemblement de la place de la Concorde, avec ses concerts dont les années 80 avaient le secret, où le jeune Harlem Désir appelle alors, je le cite, les beurs de Bordeaux, juifs de Toulouse, antillais de Brest, français de toute culture, immigrés de la première à la 10e génération, à se saisir de ce combat. Mais SOS Racisme va vite se retrouver accusé de faire partie du système. Mais oui, ces dirigeants vont occuper les premiers rôles politiques à gauche. On cite Julien Drey, on cite encore Harlem Désir, éphémère premier secrétaire du Parti socialiste, ministre sous Hollande. SOS Racisme va être accusé par ses détracteurs d'avoir fait une OPA politique sur la marche des beurs, d'être une émanation du Parti socialiste, un pote aux roses. Près de 40 ans plus tard, les rancœurs sont toujours là à l'égard de cette association qui est devenue pour certains militants antiracistes l'emblème de l'antiracisme adoubé par le pouvoir. Et justement, aujourd'hui, cette organisation ne fait plus du tout recette auprès de la jeunesse. Retour en juin 2020, mort de George Floyd, début du mouvement Black Lives Matter. Le rassemblement organisé par SOS Racisme regroupe à ce moment-là 2500 personnes quand il y a 20 000 personnes qui se réunissent à l'appel du comité Adama. Et les slogans du comité Adama fustigent alors le meurtre des personnes racisées, l'impunité policière, car voilà les mots neufs du nouvel antiracisme, racisme d'État, privilège blanc, racisé. Ces nouveaux collectifs considèrent que le ver est dans le fruit, que la République est intrinsèquement
comportements racistes et que la lutte doit être catégorielle, donc que tout le monde n'est pas habilité à porter cette cause. Ces positions sont-elles compatibles? Est-ce qu'il y a deux antiracismes irréconciliables comme certains de gauche, irréconciliables, n'est-ce pas? Fondamentalement, ils combattent les mêmes maux, donc ça serait bien qu'ils arrêtent de se combattre entre eux. Ils sont tous les deux les fruits de leur époque. D'un côté, un moment où les institutions se sont plus ouvertes, se sont converties au combat antiraciste. De l'autre, celui d'une époque plus récente, où l'assignation à résidence dans les quartiers populaires a donné l'impression que l'universalisme était un fétiche avec lequel on se donne bonne conscience, alors que la République était profondément inégalitaire. Ces deux combats, je dirais qu'ils ont leur raison d'être parce que le racisme d'aujourd'hui, il a changé de vêtements, ça va être moins direct, on ne va plus parler de hiérarchie des races, mais les préjugés à l'égard de l'autre ont toujours la vie dure. On va parler de culture inassimilable, on va mettre des CV de côté, à cause d'un nom à consonance étrangère, on va faire une plaisanterie. Tout ça de façon plus ou moins consciente, plus ou moins avouée. Et face à ce racisme évolutif, je crois pour une fois, aux vertus du en même temps, la France peut regarder son histoire coloniale tout en regardant vers l'avenir. Et l'antiracisme ne parvient à être un combat universel que lorsqu'il est réel. Eh bien, merci Tam pour ce point de vue. Hakim Elouli, vous avez été socialiste. Oui, j'ai été socialiste. Donc vous avez connu l'antiracisme de bonne conscience d'une certaine façon. Est-ce que vous avez connu le racisme politique ? Bien sûr, tout le monde l'a connu. C'est parce qu'on est de gauche qu'on ne l'est pas. C'est quand même, ce serait. Il suffit pas de se déclarer pour ne pas l'être. Et c'est un travail sur soi au quotidien. Et tout à l'heure, elle disait qu'effectivement, le Parti socialiste. Mais le Parti socialiste, c'est mon parti. Alors c'est le parti de Jaurès. Hein. Après, on peut dériver. A toujours raté ses rendez-vous avec les quartiers populaires. C'est une permanence, j'espère qu'ils y retravailleront. On l'avait fait en 2012 quand on avait gagné. Vous vous rappelez qu'on avait aussi le droit de vote dessus. J'avais fait le travail, c'est Libération qui le dit, vous pouvez le retrouver, pour François Hollande, mais voilà. Et donc ça, on peut le déplorer. Mais dans ce que vous dites, on peut s'opposer. Moi, je pense que la France est quand même un pays de débat. Ce qui me pose aujourd'hui problème, c'est pas qu'on ait des divergences. Et c'est important parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer, y compris sur cette question-là. On avait eu aussi une divergence en 2003 ou 2004 sur les manifestations. Est-ce qu'on continuait contre tout le racisme ou est-ce qu'il y avait des spécificités sur l'antisémitisme? Vous avez vu qu'il y a eu deux marches là-dessus. Il y en a une où il y avait effectivement SOS Racisme, l'UEJF, la LICRA et d'autres acteurs qui ont fait une manifestation, et une autre où il y avait effectivement contre toutes les formes de racisme, où il y avait les syndicats, les 5 centrales syndicales, il y avait le BRAP, la LDH, la CIMAD, il y avait d'autres. Et donc, il y a toujours eu, notre pays a toujours été traversé par le débat. Le problème, c'est quand il est dans la haine et quand il commence Exactement, c'est ce que je pense. On peut débattre, mais il ne faut pas s'annuler. Voilà. C'est ça le problème. C'est ça, c'est ce que je dis. Et aujourd'hui, on le voit, le débat, c'est pas s'annuler. On peut défendre des causes sans forcément être contre les autres. Aujourd'hui, on est dans un, même y compris médiatiquement, dans un espèce de débat binaire. Soit on est pour, soit on est contre. Alors, quand on est pour ou on est contre, aujourd'hui il y a des combats, si on est pour, forcément on n'est pas au milieu, on n'est pas pour la paix. Et donc tous ceux qui sont pour faire évoluer les choses, pour être constructifs, pour être trucs, deviennent soit des gens trop modérés, trop mous, trop ceci, et c'est le problème qu'on a dans nos sociétés. Mais on est aidé en cela par rapport à la sémantique et aux journalistes aussi parfois. On est tous responsables, les politiques, les journalistes, et donc aujourd'hui, et on le voit bien tout à l'heure on disait, et c'est vrai que, moi ce que je voudrais dire aussi, c'est que effectivement, nous devons aujourd'hui pouvoir défendre des causes. Et on l'a bien vu, et vous le disiez vous-même pour finir, c'est que on déforme les combats pour justement les rendre inaudibles. Et ça, c'est notre responsabilité de les rendre audibles. Alors, c'est un peu le sujet de la convergence des luttes. Hein. C'est ça. Et sans synergie des luttes, il n'y a pas de lutte. Bon, je reprends la main 2 minutes parce que le temps avance. Et juste avant d'aborder la dernière partie de cette émission, je voudrais qu'on fasse un point sur ce que c'est que le racisme aujourd'hui en France. Est-ce qu'on on a parlé du contexte tout à l'heure du début des années 80. Et on va regarder un peu les chiffres, en tout cas en termes de données statistiques d'actes antiracistes. On va faire le point avec Audrey Vuettaz qui va me rejoindre sur ce plateau. Parce qu'en fait, tout ça est assez connu, Audrey. On a des chiffres sur l'évolution du racisme en France. Oui, on a des données très précises, puisque chaque année, depuis 1990, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, un organe indépendant, dresse un état des lieux du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie en France, état des lieux qu'elle remet au gouvernement. Et on observe un paradoxe, Mathieu, car la société française apparaît de plus en plus tolérante, mais dans le même temps, les actes de racisme et le sentiment de discrimination augmentent en France. Alors, dans le détail, je voulais vous montrer un premier graphique qui va apparaître. C'est l'évolution générale de la tolérance en France. On voit que ça progresse progressivement, mais doucement. Plus la courbe est haute, en fait, et plus on est tolérant. Plus on se rapproche de 100, plus on est tolérant. On voit que dans les années 90, on est assez bas, 52, voire même une chute
à 46. Et puis maintenant, on est plutôt autour de 64, 66. Et puis vous vous demandez peut-être ce que c'est que cette grosse chute au niveau des années 2010. Eh bien, ce sont les conséquences de la crise économique de 2008, parce que c'est l'un des apprentissages de cette étude. En cas de crise, on est moins tolérant. Autre information, chaque génération est plus tolérante que celle qui l'a précédée et on voit moins de racisme biologique, c'est celui qui considère qu'une race est supérieure à l'autre. Il reste tout de même des préjugés bien ancrés. 60% des personnes interrogées pensent que de nombreux immigrés viennent en France uniquement pour profiter de la protection sociale. Donc il y a un paradoxe quand même, parce qu'il y a plus de tolérance, vous dites, mais plus d'acteurs de racisme. Oui, deuxième graphique, une autre courbe, celle-ci c'est l'évolution des faits racistes comptabilisés en France, d'après le service central du renseignement intérieur. On voit qu'il y a des pics, il y a des variations en fonction des années. Un pic en 2022, pendant la campagne présidentielle, d'après la Commission nationale des droits de l'homme qui a fait l'enquête. Certains discours politiques extrémistes ont exacerbé ces actes. Une nuance tout de même à ce graphique. On a actuellement plus de lois, plus d'outils pour recenser ces actes. Les personnels sont aussi mieux formés qu'il y a 30 ans, mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas sur ce graphique et ça s'appelle le chiffre noir. Ce sont les actes pour lesquels les personnes n'iront pas forcément porter plainte. C'est insaisissable. On estime par exemple que seulement 2% des victimes d'un jeu raciste portent plainte. Ça veut dire que la courbe que je vous ai montrée est en réalité beaucoup plus importante. Eh bien, merci beaucoup Audrey. Olivier Lecourt, Grand Maison, est-ce que vous partagez ce paradoxe d'une France à la fois plus tolérante quand on interroge les Français, mais le racisme qui est toujours bien dans les préjugés, oui, et de plus en plus d'actes? Oui, mais parce qu'un certain nombre de responsables politiques des extrêmes droites, d'Éric Zemmour, du Rassemblement national, et faut-il le rappeler, des Républicains, portent une très lourde responsabilité dans la stigmatisation de Français. Alors non plus... Ça, ce sont des personnages actuels, j'allais dire, mais si on prend sur l'échelle des 40 années qui viennent de se dérouler, est-ce que vous diriez par exemple que la France est moins raciste qu'aujourd'hui qu'hier, ou que la nature de ce racisme a changé? Alors la nature de ce racisme a changé parce qu'on est effectivement passé d'un racisme qui reposait sur des fondements anthropologiques et biologiques à ce qu'on appelle un racisme culturaliste et différentialiste qui repose non plus sur des critères véritablement ethno-raciaux, mais sur la mobilisation de deux variables, alors qui peuvent jouer évidemment ensemble, une variable culturelle et bien sûr une variable religieuse, qui est évidemment aujourd'hui l'islam, et qui est pensée, cette religion, et les musulmans vivant en France, qu'ils soient français ou étrangers, comme les incarnant à la fois une civilisation et une religion réputée pas ou très difficilement assimilable dans les 12 eaux de la République. Je rappelle que l'incrimination de séparatisme qui aggrave celle de communautarisme est pour moi l'expression à la fois juridique et politique de cette conception qui désigne l'autre en tant qu'il est musulman ou qu'il est réputé musulman radical comme faisant peser une sorte de menace existentielle sur l'unité de la République, sur l'unité de son territoire et sur ses valeurs, et notamment, puisque c'est souvent ce qui est mis en avant, sur l'égalité homme-femme. Ce qui est assez piquant quand on constate, notamment du côté des Républicains, que ceux-là qui font grand cas de l'égalité homme-femme sont relativement aux élections parfois prêts à ne pas respecter la loi et préfèrent payer des amendes que de respecter les quotas hommes-femmes. Juste un souvenir avec l'islam, la religion, on n'en parlait pas au moment de la marche des beurs? Alors, on n'en parlait pas. L'islam, en fait, la religion se pose à partir du moment où les gens s'engagent ou s'inscrivent dans l'histoire de France. Et donc, forcément, à l'époque, ils pensaient repartir tous les ans, tous les 3 ans, je vous l'ai dit. À partir du moment où on est français et qu'on a le droit de pratiquer, donc effectivement, c'est apparu. Mais je crois que l'islam, c'est aussi beaucoup de fantasmes derrière, beaucoup de gens qui réputent, parce que 99,99% des musulmans vivent leur culte très tranquillement. Donc il y a aussi... Et ils le vivaient tranquillement il y a 40 ans. Voilà. Et on a vu apparaître, moi, mes parents vivaient tranquillement, mes parents respectaient, mes parents, moi j'ai été éduqué par des gens, quand je leur disais, l'instituteur m'a dit je t'envoie à l'école pour étudier et non pas pour faire la leçon à l'instituteur. Donc si tu veux, apprends, deviens quelqu'un et après tu pourras apporter ta voix. Mais nos parents étaient très respectueux. Et quand on dit effectivement, c'est vrai que l'islam aujourd'hui, c'est parce qu'on a vu émerger sur la scène politique, et vous l'avez dit précédemment, des gens qui ont fait de l'immigration, qui ont escamoté la question sociale à la question de l'immigration. C'est ça toute la supercherie, et ça nous a amené
amené effectivement aujourd'hui à faire en sorte qu'aujourd'hui, on le traduit plus par l'islam parce que c'est plus vendeur. Donc dès que vous dites un mot, vous êtes islamiste. C'est-à-dire que même nous, moi par exemple, j'ai été élu par des élus, des grands électeurs. Il y a des gens qui ont quand même trouvé la force de dire il y a peut-être un vote communautaire. C'est-à-dire que nous, eux, si les gens d'origine diverses, mais qui sont français en plus, votent pour eux, c'est un très bon vote. Mais s'ils votaient pour quelqu'un qui s'appelle Mohamed, Mamadou, etc., ah bah c'est communautaire. Donc il y a un peu d'escamotage politique et de l'incohérence dans les discours. Naïma Hubert Yahi, au fond, cette marche pour l'égalité contre le racisme, c'est pour vous, si vous dites c'est un moment fondateur ou c'est un raté? Non, c'est un moment fondateur à différents niveaux. Cette marche a bousculé la société française et a changé le paradigme d'un mythe du retour. Le sénateur Mellouli en a témoigné. On passe du mythe du retour à ils vont rester définitivement dans ce pays et vont faire partie de la communauté nationale. Une fois qu'on l'a dit, est-ce que ça se traduit dans les faits? Alors, ce paradoxe que vous soulignez dans ces études qui viennent d'être démontrées sur la montée à la fois de la tolérance et des faits de racisme délictuel, c'est un paradoxe qu'on retrouve sur d'autres questions. Plus les Français de culture ou de confession musulmane s'intègrent, si on doit utiliser le faisceau sociologique de l'intégration, plus ils vont poser problème en termes de représentation parce qu'ils deviennent visibles. Quand on parle d'une communauté qu'on invite à rentrer dans son pays avec des politiques d'aide au retour qui vont exister même sous la présidence de François Mitterrand jusqu'en 86-87, on ne se préoccupe pas de cette communauté-là dans l'espace public, dans la communauté nationale. Une fois qu'elle fait acte de citoyenneté, ce qui est le cas de ces marcheurs, et qu'elle réclame sa place sur la photo de famille nationale, elle est montrée du doigt parce qu'elle ose exiger sa part de droit, de devoir, mais aussi de visibilité. C'est-à-dire qu'on aimerait qu'elle se cantonne à être une minorité souriante et qui ne pose pas de problème, et précaire. Invisible et amenée à quitter le territoire. Et pourtant, ça a changé l'image quand même, cette marche pour l'égalité de cette seconde génération. Ça a ouvert la France à la notion d'interculturalité. Ça a tendu un miroir à cette France qui ne se voyait que majoritairement blanche et de culture judéo-chrétienne. Pour le coup, en termes de culture, ça a changé. On a vu apparaître des artistes. Oui, mais ces artistes-là n'ont pu avoir voix au chapitre. Tout à l'heure, Hakim Mellouli parlait de carte de séjour avec Rachita, chère à mon cœur. Rachita est avec ses collègues de carte de séjour la bande-son de Cézanne et Beur. Et il vient se dire artiste français, mais en chantant en arabe. Donc il revendique une forme de différence dans l'indifférence. Un appel à vivre ensemble dans le respect des différences de chacun, mais tous ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la postérité de ce mouvement citoyen qu'est la marche pour l'égalité contre le racisme, il faut qu'on ait à l'esprit que cette France multiculturelle, elle va avoir ses lettres de noblesse par la marche pour l'égalité, et elle va aussi permettre, avec un long chemin vers la citoyenneté, à de nombreux hommes et femmes héritiers de l'immigration, de devenir, comme Hakim Mellouli, élu de la République, ministre, médecin, professeur, citoyen français, heureux et fier de ses origines, mais on est toujours dans une question d'imaginaire. Ces imaginaires qui ne sont pas complètement décolonisés et qui n'admettent pas que ces Français sont des Français comme les autres. Eh bien, merci à vous pour ce débat passionnant, à la fois fait d'histoire et puis de thématiques qui résonnent encore, évidemment, aujourd'hui. Merci à tous d'y avoir participé. Je rappelle votre livre, Olivier Lecourt Grand-Maison, Racisme de France aux éditions La Découverte. Et puis, demain, c'est le général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC et ancien directeur de l'école de guerre, qui sera à 8h l'invité de la matinale de Public Sénat. On vous retrouve pour Sens Public, mais avec Thomas Hugues dans ce fauteuil dès lundi.